Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints et bienvenue à Gryffondor. Ah ben j'étais sûre d'avoir du bon public de ce côté-là. Magnifique chapelle, ce qui n'est quand même pas fréquent à l'éducation nationale de réunir des enseignants, des ASM, des animateurs dans une chapelle. Voilà, donc apprécions ensemble ce beau site et profitons-en. C'est la suite des sorties culturelles après la Sorbonne. Voilà, on voit de beaux lieux. Aujourd'hui, c'est notre dernier mercredi Cap Maternelle. Alors, par contre, elle a un petit inconvénient, c'est qu'elle est assez sonore comme ça. C'est notre dernier mercredi Cap Maternelle, notre dernière conférence ensemble. On a compris, enfin j'ai compris, je vais prendre toutes les responsabilités cet après-midi, j'ai compris que peut-être qu'on avait donné beaucoup en termes de chercheurs cette année. On a fait venir 6 chercheurs sur différentes thématiques et que vous avez trouvé que peut-être ce serait bien d'avoir un peu de temps de pause entre 2 chercheurs pour pouvoir en discuter un peu entre vous. Et vous avez bien fait, c'est ce que nous allons prendre en compte pour l'année prochaine. On a une réunion avec les directeurs et les rêves très prochainement et on en rediscutera. Mais effectivement, c'est vrai que tous ces éclairages de la science sont tellement passionnants, tellement transformants pour notre école que c'est pas toujours facile immédiatement de trouver les réponses pédagogiques et didactiques en lien avec les éclairages. Donc, bien sûr, on a filmé toutes les conférences, elles seront à votre disposition si vous souhaitez retravailler sur un domaine particulier. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance de terminer avec Arnaud Carré, qui saura bien mieux se présenter que je ne le ferai, j'aurais peur d'oublier des choses, mais qui nous vient de la Savoie. Voilà, donc on a fait voyager nos chercheurs cette année. Merci beaucoup d'être venus depuis malgré tout si loin pour nous parler aujourd'hui d'une thématique qui est très importante, que vous connaissez tous évidemment, qui est l'empathie. Et donc je redis effectivement, et on en reparlera si vous voulez bien dans le moment des questions, certains d'entre vous, et notamment le périscolaire, les ASM et les animateurs, vous avez été formés au programme Freeform Morbury, qui peut parler ou qui parle des compétences psychosociales, peut-être de l'empathie. On en saura plus aussi après la conférence d'Arnaud Carré, qui va peut-être nous dire plus exactement comment se situe l'empathie dans tout ça. Et bien entendu, on travaillera, on posera des questions qui nous semblent importantes en fin de conférence. Quand nous aurons terminé les questions, je reprendrai 5 minutes de votre temps et puis avant de vous laisser partir en atelier. Voilà. Delphine, tu veux ajouter quelque chose ? Non, je voudrais rien ajouter à part bienvenue et je suis très contente de vous retrouver. J'ai une petite casquette technique aujourd'hui, donc je te laisse faire le talking. Parfait, merci beaucoup. Cher Arnaud, on vous laisse nous dire tout ce que vous savez, en tout cas en 1 heure, parce que ça va être un peu... Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de l'invitation. Je suis ravi d'être face à des enseignants, des enseignantes, des professionnels de l'accompagnement, du périscolaire. Vous allez aussi, je pense, on va être dans une logique de co-construction, de co-expertise. J'ai une mission qui est celle de vous parler d'empathie pendant 1 heure, avec un prisme qui amène forcément à faire des choix, parce que le prisme c'est le mien, celui d'un enseignant-chercheur en psychologie, avec plutôt des attraits pour des questions de santé mentale. Je vais essayer de rester proche, en fait, malgré tout, du développement
du jeune individu, en particulier de l'enfant, et de vous parler des situations un peu de parentalité et d'enseignement, pour qu'on soit aussi, je l'espère, au plus proche de choses qui vous mobilisent. Mais ce qui me paraîtra aussi très intéressant, très important, c'est d'avoir votre retour et un certain nombre de questions, parce que probablement avez-vous déjà entendu parler de l'empathie de manière même, pourrait-on dire, assez approfondie, mais peut-être que ce que je vais vous présenter ici n'est pas tout à fait en correspondance avec les éléments que l'on entend le plus souvent au sujet de l'empathie, et on aura l'occasion d'évoquer une espèce de galaxie sémantique autour de l'empathie. On a déjà commencé à évoquer les émotions. L'émotion empathie, ça va être lié. On a évoqué des aspects de compétences psychosociales, et ça peut évidemment appeler à un lexique encore plus riche. Est-ce que vous m'entendez bien? S'il passe, comme ça, on y va. Donc, je m'appelle Arnaud Carré, je suis psychologue de formation. Je suis au sein de la psychologie, qui est un champ assez vaste, peut-être certains d'entre vous le connaissez. Mais je suis plutôt issu du domaine des sciences cognitives, des neurosciences et ensuite de la santé publique. Voilà, je suis enseignant-chercheur à l'Université Savoie-Mont-Blanc, alias Chambéry. Et à Chambéry, je suis co-directeur d'un laboratoire de recherche qui est partagé entre l'Université Savoie-Mont-Blanc, Chambéry, et l'Université Grenoble-Alpes. Et depuis quelques mois, je suis directeur scientifique d'un projet de recherche partenariale sur les questions de bien-être et santé mentale à différents âges de la vie. J'ai eu l'occasion, dans les années qui ont été celles de ma formation de psychologue, et notamment spécialisé en neuropsychologie et en thérapie comportementale et cognitive, de commencer à traiter cette question de l'empathie. J'ai pu poursuivre cette question et continuer de la traiter par la suite à travers des travaux de recherche dont je vous restituerai quelques éléments par la suite. Voilà, j'ai pas de conflit d'intérêt particulier, ça ce sont quelques éléments de CV général. Venons-en au vif du sujet. Donc, je vais vous présenter quelques éléments généraux sur les émotions et le fonctionnement socio-affectif, pour aussi peut-être poser un cadre. À nouveau, c'est un cadre, c'est une proposition conceptuelle parmi d'autres. Vous savez qu'on est loin de prendre tout pour acquis dans une démarche scientifique, rien de dogmatique. On va ensuite parler des définitions de l'empathie. J'essaierai de manière assez brève de faire un petit passage en revue de ce qui existe comme définition théoriquement et empiriquement fondée, donc vraiment un travail scientifique autour de ce qu'est l'empathie. Et puis on parlera d'aspects de recherche, d'aspects développementaux, et on se gardera quelques instants pour évoquer des perspectives. Donc en ce qui concerne les émotions et le fonctionnement socio-affectif, en enseignant que je suis, je vais faire la pirouette que j'adore, c'est-à-dire de reposer quelques instants pour renvoyer la question. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut m'indiquer ce qu'est sa définition des émotions, ou d'une émotion? Une manière aussi d'essayer de sonder peut-être le point de départ qui serait le vôtre sur cette thématique. Et je pense que vous avez déjà entendu parler d'émotions à travers ces conférences, mais évidemment bien au-delà. Oui? Oui. Alors cette notion une émotion comme étant associée à quelque chose qui est de l'ordre d'un ressenti, qui n'est pas forcément contrôlable, qui peut avoir un aspect automatique, pas toujours raisonné, voire raisonnable même, eh bien oui, c'est quelque chose qui correspond en partie à la définition de ce qu'est une émotion, notamment sur ce versant automatique, sur ce versant aussi, vous avez employé le terme de ressenti, quelque chose qu'on ressent. Alors on ressent à différents niveaux, vous évoquez un organe, le cœur, donc ça nous renvoie aussi à quelque chose d'assez peut-être corporel, physique. C'est en partie ça qui est à prendre en considération quand on parle d'une émotion.
Est-ce que vous voyez d'autres éléments pour essayer d'introduire la notion d'émotion? Oui. Pour moi, il y avait aussi la dimension d'un état passager. Oui. Oui, c'est une grande question, la question de la temporalité de l'émotion. L'émotion est envisagée comme un phénomène assez bref, ce qui va être différent, par exemple, d'autres termes, pas forcément très éloignés, comme les termes d'humeur, ou comme les termes de tempérament, voire pourquoi pas de personnalité, qui peuvent amener à parler d'affect, mais l'émotion, c'est quelque chose, effectivement, d'assez passager. Oui. Oui, c'est une réponse, il y a quelque chose qui vient nous mobiliser, nous stimuler, et une émotion est produite par rapport à ça. Et cette réponse, elle est très souvent envisagée comme étant un moyen de se préparer à quelque chose. Quand on a certaines émotions, si je prends une émotion basique, fondamentale, assez universelle, comme la peur, qui est associée à une modification de notre manière de penser, qui est associée à une modification physiologique. Le cœur va battre plus vite, la respiration va être un peu différente, on peut se mettre à transpirer, etc. C'est parce qu'on se prépare à quelque chose, tant au niveau mental qu'au niveau physiologique. Et il est bon d'avoir peur, en fait. C'est aussi associé, je vais compléter votre proposition, avec quelque chose qui est en lien avec la survie. Et ça, c'est très important. On est en train de dresser un premier tableau de ce que sont les émotions, et je pense qu'on s'entend assez rapidement sur le fait que l'émotion, c'est quelque chose d'utile, de nécessaire, et a priori qui n'est pas considéré comme problématique, qui n'est pas négatif en soi. Mais peut-être avez-vous déjà entendu, peut-être avez-vous déjà vu, peut-être avez-vous déjà expérimenté des troubles émotionnels, des perturbations émotionnelles. Et le point de vue qu'on va essayer d'adopter ici, c'est celui d'un continuum. L'émotion n'est pas mauvaise en soi, l'émotion elle est même utile. Une absence d'émotion d'ailleurs pourrait même être vue comme le problème, un problème majeur. Mais c'est une émotion qui pourrait peut-être être trop intense, ou trop fréquente, ou inadaptée au contexte qui sera problématique. Mais l'émotion en soi, elle n'est absolument pas un problème, au contraire, elle est un signal pour un individu, pour un groupe, en fonction d'un contexte, et il faut essayer de la comprendre et de la capter. Le fonctionnement socio-affectif, qui va nous amener ensuite à la notion d'empathie, eh bien, c'est toute cette compétence à décoder les émotions, à décoder des signaux relatifs au fonctionnement affectif dans notre environnement social. C'est-à-dire qu'on va non plus s'intéresser uniquement à nos émotions et à nos propres signaux, mais on va s'intéresser également aux émotions des autres, l'impact qu'elles ont sur nous, l'impact de nos émotions sur autrui, et ces relations, ces échanges permanents entre soi et autrui. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, cette formule, qui est que nous serions des animaux sociaux, que ça c'est très caractéristique des mammifères. Eh bien, c'est en partie quelque chose que l'on va ici revoir et qui est consolidé par une théorie. Alors, c'est une théorie, c'est pas une vérité en soi, c'est une manière de décoder les choses. Et cette théorie, c'est celle qu'on appelle la théorie du cerveau social. Et je vais y revenir dans un instant. Alors, les émotions, alors comme il y a un petit changement d'ordinateur, on va avoir des petits décalages de police. Mais quand vous aurez le support, normalement tout sera bien aligné et clairement lisible. Et si jamais il y avait quelques coquilles, quelques fautes d'orthographe, je les corrigerai également aussi sur une V2. Alors les émotions, ce sont déjà à concevoir comme des choses qui sont à définir évidemment, mais issues de grandes phases d'adaptation. C'est un héritage de notre évolution. De notre évolution en tant qu'être vivant, en tant qu'animaux, en tant que mammifères, en tant qu'êtres humains. Et les émotions, elles ont plusieurs grandes composantes, une composante physiologique. Si on commence à parler par exemple d'une expérience de peur, il y a quelque chose de physiologique, il y a des sensations dans le corps. Je vais prendre la troisième case, ce sont des aspects de cognition, ce sont des aspects de raisonnement, de manière de traiter l'information qui sont associés à ces émotions. Quand on a peur, on a une capacité à focaliser notre attention sur le danger, on a une capacité de notre mémoire à rappeler plus rapidement des éléments qui sont en lien avec la menace.
Et puis ce sont des étiquettes, des états, des ressentis, on va aussi parler d'affect, et qui sont assez bien distingués les uns des autres. Quand vous regardez différents signaux affectifs sur ces visages, vous commencez à pouvoir identifier quelque chose qui est de l'ordre, par exemple, de la peur, de la joie, de la surprise, ou bien encore du dégoût. Donc les émotions sont en lien avec une motivation à quelque chose, ça conduit à quelque chose, ça conduit à se préparer à une certaine catégorie d'action. Et ce sont notamment des comportements et des ajustements sociaux, des comportements et des ajustements en fonction du contexte. Et on envisage que ces émotions que nous ressentons, je suis un petit peu navré pour les soucis de mise en page, mais je suis sûr que vous arrivez à suivre le propos manuel. Ces émotions qui vont nous préparer à agir, qui vont nous préparer à changer, qui vont nous permettre de nous adapter en termes de ressenti, mais en termes de comportement et de choses que l'on adresse à notre environnement physique et social, aux autres et à notre contexte de vie, et bien tout ça, ça participe à notre équilibre. Tout ça, ça participe à notre équilibre. On va employer aussi le terme d'homéostasie. On va avoir ici une vision des émotions qui sont impliquées dans l'équilibre en termes, par exemple, de bien-être, de santé mentale, de santé physique, voire pour prendre des nouveaux construits qui sont de plus en plus développés de nos jours, on parle aussi de santé sociale. Donc il y a vraiment une question d'équilibre. Pour continuer dans cet aspect autour des généralités et de la présentation globale, on parle beaucoup de l'importance de la socialisation. Peut-être avez-vous entendu ce qui correspond presque à un signal d'alarme de l'Organisation mondiale de la santé, avec ce qui a été qualifié d'épidémie de solitude. Alors, ce qui est à décrypter dans ces messages autour d'une épidémie potentiellement faite de solitude, c'est que la socialisation, elle est très très importante. Il y a un auteur majeur dans ce domaine-là qui est Cacioppo, John Cacioppo, et qui nous indique que la solitude, c'est une problématique de santé. Ça conduit à des problématiques de santé. Ça peut être considéré comme un enjeu de santé publique, parce qu'elle est contagieuse, parce qu'elle peut aussi lier une certaine hérédité, parce qu'elle peut toucher plus d'une personne sur 4, et qu'elle va impacter l'espérance de vie. Elle peut être associée à une diminution de l'espérance de vie de près de 20%. Tout ça, c'est des choses qu'il explicite avec son co-auteur Patrick dans son ouvrage Loneliness, Solitude. Vous avez vu peut-être ce petit point du i qui est isolé et qui nous renvoie aussi dans cet ouvrage-là, qui est assez intéressant, à tout plein de travaux qui ont été menés sur l'effet de l'exclusion sociale, l'effet du rejet social, l'effet de la stigmatisation. C'est pas juste des choses pas très sympathiques les uns avec les autres, le rejet social, la stigmatisation. C'est pas juste des mauvais comportements qui viendraient interroger peut-être notre sens moral. Ce sont des profondes blessures qui vont impacter la santé, qui vont amener à des traces au niveau physiologique et au niveau psychologique, et c'est à prendre en considération de très près. Là aussi, des éléments que je vais vous présenter qui sont au croisement des sciences de l'éducation, de la psychologie et des neurosciences vous permettront de peut-être mieux intégrer ces enjeux. Je viens vous parler d'empathie en tant que psychologue, en tant qu'enseignant-chercheur en psychologie. L'empathie, elle est vue comme étant un processus psychologique central qu'on utilise beaucoup ici dans cette modélisation qui vient de la psychologie du développement, qui s'intéresse à ce qui peut être à l'origine des difficultés psychiques, sociales, scolaires que peut rencontrer l'enfant. Et pour décrypter rapidement ensemble ce schéma, en fait, c'est une modélisation dans laquelle, ici ce que vous avez, c'est ce à quoi la société s'intéresse, les problèmes de santé, les problèmes sociaux et interpersonnels, dans le fonctionnement et le développement de l'enfant. Eh bien, on envisage qu'ils sont en premier lieu causés, en premier lieu associés à des processus
qui relève du fonctionnement psychologique, qui relève des émotions, et l'empathie est un de ces processus. Ce processus qui sera par exemple l'empathie, lui-même est un, et donc vous avez compris que ça va impacter sur des indicateurs de santé et d'adaptation des individus, et en particulier des enfants, eh bien c'est impacté, c'est influencé par des facteurs individuels, évidemment, le fait d'être en plus ou moins bonne santé, le fait d'avoir aussi une certaine vulnérabilité au niveau génétique, mais c'est aussi influencé par le cadre de vie. Le cadre de vie qui, pour un enfant, est très très marqué par ce qui se passe dans sa famille, mais aussi par ce qui se passe avec toutes les personnes qui sont en situation de soins et d'éducation. Et le secteur de la petite enfance, le secteur scolaire, est un maillon essentiel de la chaîne. C'est aussi associé à des facteurs socio-environnementaux, au sens très large du terme environnemental, qui va de la qualité de l'environnement physique et matériel. Vous pourrez mettre à l'intérieur de cette variable-là quelque chose comme la pollution, le climat, mais aussi l'accès à un cadre de vie positif pour la santé, notamment en lien avec la qualité du logement, le cadre de vie, la proximité de la nature, mais aussi évidemment des choix d'organisation, des choix de société qui vont venir impacter le fonctionnement psychologique, qui vont venir dire quelque chose de comment on se sent soi par rapport à soi, comment on se sent soi par rapport aux autres, comment on arrive à mettre en œuvre un certain nombre, on parlera parfois d'aptitudes, de compétences au niveau émotionnel, au niveau socio-cognitif, à nouveau dont l'empathie, qui vont être au cœur des problématiques que l'on veut essayer d'accompagner quand elles sont présentes, ou que l'on essaye de prévenir avant qu'elles n'arrivent, avant qu'elles ne se déclarent, qui sont à nouveau des problématiques d'ordre social, d'ordre de problèmes internalisés ou externalisés. Pour faire simple et rapide, cette distinction de problèmes internalisés ou externalisés, elle renvoie par exemple à des troubles du comportement très explosifs, très visibles, ça c'est externalisé. Ça peut aller, si on prend l'exemple un peu plus grand que les tout petits, à des problématiques de conduites à risque et d'addiction. C'est des comportements qui sont assez explosifs, assez visibles. Et puis les problèmes internalisés, c'est tout ce qui va être en lien avec les troubles émotionnels de type peur, repli, timidité excessive, comportement d'évitement. Et il se trouve que parfois les 2 ou 3 de ces éléments coexistent. Maintenant que j'ai posé du mieux possible, j'espère, un cadre sur ce qu'on entend ici par les émotions, la place des processus psychologiques, l'intérêt d'avoir ce niveau d'analyse quand on essaie de comprendre les problèmes et les dysfonctionnements des individus, je vais rentrer dans le vif du sujet avec, comme je vous l'avais annoncé, un passage en revue de ce que peuvent être différentes définitions de l'empathie. Mais à vous de me dire, d'emblée, ce que vous pensez être, ce que vous savez, ce que vous avez déjà acquis comme connaissance sur l'empathie. Oui ? Donc la capacité à se mettre à la place d'une autre personne, et notamment en ce qui concerne les émotions que l'autre ressent. Tout à fait. Je pense qu'on est dans quelque chose d'assez consensuel déjà. Se mettre à la place d'eux. C'est assez révélateur de ce qui est souvent, c'est assez en lien avec ce qui est souvent considéré comme étant l'empathie. Est-ce que vous voyez des éléments complémentaires ou peut-être un peu plus contrasté avec cette définition proposée? On est en train de dire qu'il y a un consensus sur l'empathie ici. C'est suffisamment rare pour être souligné. Alors, la théorie de l'esprit, probablement une cousine germaine, voire sœur jumelle en certaines configurations de l'empathie, effectivement. Intégrer comment se sent autrui, se mettre à sa place. Vous savez, du coup, j'imagine qu'on identifie différentes formes de théorie de l'esprit.
les affectives, les cognitives, les premières, les second ordres. Et avec l'empathie, on fait un petit peu la même chose. Et très souvent, on a une forme de chevauchement. Alors, on a un gros problème, même s'il en passe d'être en partie traité, c'est qu'il y a toute une littérature, il existe toute une littérature, tout plein d'efforts de recherche sur la théorie de l'esprit. Idem du côté de l'empathie, et ça ne communique pas forcément. Donc parfois, on a des personnes qui nous racontent des choses extrêmement intéressantes, pertinentes, dont on a envie de se saisir, et qui sont redites de la même manière, mais avec un autre intitulé. Et ça, c'est pas évident, parce que ça montre un cloisonnement, alors qu'on a vraiment besoin de décloisonner, et en décloisonnant, de voir quelles sont les parts de similitude et des différences entre l'empathie et la théorie de l'esprit. Et pour certaines approches, ça peut être considéré comme grosso modo la même chose, en tout cas sur certaines sous-composantes de l'une et de l'autre. Il se peut aussi que parler d'empathie amène à considérer parfois d'autres choses en termes de traitement de l'information socio-affective, en termes de processus développementaux également sur lesquels on va pouvoir revenir. En tout cas, merci beaucoup pour ces premiers éléments. L'empathie est souvent envisagée comme étant un processus de cognition sociale, la cognition sociale faisant référence à l'ensemble des opérations intellectuelles, l'ensemble des opérations mentales qui sont impliquées dans le traitement des informations sociales, voire sociales et affectives. Donc, c'est vraiment un processus qui est tourné vers autrui, vers l'environnement socio-affectif, et pas uniquement vers les signaux, pas exclusivement vers les signaux émotionnels de la personne. Alors que se passe-t-il fondamentalement? Généralement, on décrit l'empathie comme c'est caractérisé par un état affectif d'un individu, état affectif que va exprimer dans une plus ou moins grande intensité un individu, ici l'individu numéro 1, et qui va être plus ou moins rapidement, plus ou moins exactement, avec une plus ou moins bonne sensibilité et fidélité, être décodé et intégré par un autre individu. Et vous voyez que c'est ce qui fait à un moment que l'émotion de l'individu 1 va à l'individu 2 et que elle se partage. Et on va aussi beaucoup revenir à un moment, vous allez le voir, sur l'émotion de partage émotionnel, voire même dans certains cas de figure de ce que l'on appelle la contagion émotionnelle. Donc les émotions d'individus vont varier, et l'empathie, elle fait que généralement, lorsque autrui va avoir une modification de ressenti, une modification d'expérience de ressenti émotionnel, eh bien, ça va être perçu par la personne en face et en partie intégré, en partie répliqué. Vous allez voir que beaucoup de choses qui ont cette notion de en partie, ce n'est pas forcément quelque chose qui est automatique, enfin, qui n'est pas forcément répliqué de manière complète. Donc on a une espèce de correspondance, d'ajustement qui peut se faire entre différents individus. Mais on sera bien d'accord sur un point essentiel si on parle en bonne et due forme d'empathie, et pas forcément d'autres termes qui sont dans la galaxie sémantique. C'est que ces individus seront bien à distinguer. On distinguera les émotions de l'individu 1 et de l'individu 2. L'empathie, elle tient vraiment à cette distinction qui est maintenue, et non pas cette dissolution de l'émotion de l'un dans l'émotion de l'autre. Ça, ce serait une espèce d'état maximal de contagion émotionnelle qui n'est plus tout à fait à considérer comme étant de l'empathie. L'empathie, c'est l'équilibre qui est trouvé entre ce que provoque autrui en nous et cette intégration, cette prise en considération parce qu'autrui provoque quelque chose parfois de manière très automatique, sans qu'on puisse le contrôler. On va y revenir à des aspects très automatiques, très moteurs dans l'empathie, mais tout en réussissant à maintenir la distinction entre soi et autrui. Alors que représente cet état ou ce processus? Que se passe-t-il au niveau intra- et interindividuel? Que se passe-t-il chez la personne
qui est en train de décoder un signal affectif qui vient d'autrui, mais que se passe-t-il aussi dans la relation entre les deux? Vous avez probablement déjà entendu parler, je pense, de Carl Rogers dès qu'il s'agit d'évoquer l'empathie. Carl Rogers, dans notamment ses travaux autour d'une psychothérapie, d'une psychologie humaniste, il traite la question de la santé mentale et il intègre notamment la question de la relation entre thérapeute et patient, thérapeute et client, selon la compréhension qu'on en fait, la traduction qu'on en fait. Il y a un concept clé chez Rogers, c'est le as if. Traduit le comme si. C'est faire comme si. Possibilité de comprendre le point de vue et les sentiments d'un autre ou d'une autre, mais tout en s'en distinguant. C'est se mettre à la place de l'autre, c'est réussir à rentrer dans les baskets de quelqu'un d'autre. On se met dans les chaussures, dans les chaussons de l'autre, mais on a bien conscience que soi et autrui, c'est à distinguer. Et si j'emprunte à un moment les baskets de l'autre pour essayer de partager quelque chose au plus proche de l'expérience qu'il ou elle est en train de vivre, je fais bien le distinguo entre ce qui correspond à la vie, au contexte, aux baskets d'autrui et ce qui m'appartient. C'est vraiment quelque chose, on va dire, de fondateur dans le domaine de la cognition sociale et de l'empathie. D'autres définitions existent pour évoquer l'empathie, d'autres précisions de ce à quoi renvoie l'empathie existent. Donc petit florilège, ici Kohlberg 84 nous parle d'un élément constitutif de l'identité. Il y aurait quelque chose de l'ordre de l'empathie dans l'identité. Les identités peut-être différeraient-elles en fonction des niveaux d'empathie des individus. L'empathie serait aussi associée à la propension à avoir un sens moral et à faire preuve d'idées et de comportements qui sont moraux. L'empathie est aussi identifiée par certains auteurs comme un accès rapide, intuitif, automatique à la subjectivité d'autrui. C'est-à-dire que l'empathie nous amène à des aspects subjectifs, des aspects qui sont vraiment liés à l'expérience, au ressenti de la personne en face de soi, et qui sont des choses auxquelles on accède par des inférences, par des déductions. L'information n'est pas toujours très explicite, pas toujours objective, pas toujours servie sur un plateau, il faut déduire. Alors, ce sont des capacités qui sont relativement automatisées, qui vont très vite, on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de décoder la manière dont tel sourcil est un petit peu contracté et renverrait un visage plus ou moins crispé, heureux, content, heureux, ou que sais-je. On peut apprendre à décrypter, à poser notre attention là-dessus, mais dans la plupart des cas, c'est automatique. Et c'est un apprentissage qui semble se faire de manière très très précoce, à tel point qu'une partie de la science, une partie de la littérature scientifique, s'interroge sur même un caractère inné, une forme de précablage de l'individu pour tout de suite comprendre, décoder ce qui se passe en face sans avoir besoin de passer par des voies très explicites qui vont être très en lien avec des éléments que vous connaissez bien, qui sont de l'ordre du développement intentionnel, du développement exécutif ou bien encore du développement langagier. C'est défini comme un mécanisme impliqué dans la prise de perspective et le partage émotionnel. Et vous voyez, on est sur quelque chose qui pousse un petit peu, je trouve, le curseur par rapport à ce qu'introduit la notion de Rogers, la prise de perspective avec du partage émotionnel. Si je ne prends pas suffisamment de perspective, si je ne prends pas suffisamment de hauteur quant à certains événements émotionnels, peut-être que je ne suis pas tout à fait, ou plus tout à fait, dans ce qu'on est supposé nommer l'empathie. Ralph Adolphs, qui est un auteur très important du champ des neurosciences sociales, formule la chose suivante: c'est la reconnaissance de l'information sociale, c'est l'inférence des états mentaux chez autrui. Bon courage pour pleinement distinguer cela de la théorie de l'esprit. Construction des représentations de ses propres relations à l'autre et de l'impact de ces processus sur les conduites sociales.
Ce qu'on a dans la définition ici de Ralph Adolphe, c'est quelque chose qui est tourné vers aussi le fait de j'intègre tout le fruit de ce raisonnement pour me comprendre, comprendre autrui, comprendre la nature de la relation. Inférence sur les états mentaux allant jusqu'à la théorie de l'esprit, détection des intentions d'autrui, interprétation des expressions faciales, émotionnelles et posturales. D'autres auteurs vont essayer de décrypter, décoder certaines étapes, une certaine mécanique dans le déploiement de l'empathie, notamment du côté de Singer et collaborateurs. On a une idée d'empathie comme étant automatique, elle est non intentionnelle, elle pense sur les mouvements et expressions. Vous savez, c'est le moment où on va répliquer des gestes, répliquer des mimiques, parfois rapidement répliquer un accent sans forcément s'en rendre compte. Ça peut être vraiment automatique pour cette dimension-là. Les aspects affectifs, donc très en lien avec la capacité à identifier et ressentir l'état émotionnel d'autrui. Tout de suite, le fait de constater que quelqu'un est en colère, c'est très clair pour moi et ça commence même à déclencher le ressenti de cette émotion un peu en miroir. Et puis ce sont aussi des aspects d'ordre cognitif, où là on est sur la continuité de ces deux premiers éléments, on est sur quelque chose de beaucoup plus élaboré, beaucoup plus coûteux aussi en termes de ressources cognitives, de ressources psychologiques, et qui va consister en une intégration de plein de signaux et une action sur les états émotionnels, les siens et ceux d'autrui. Donc là, on a quelque chose que vous voyez beaucoup plus élaboré que simplement ressentir. On a vraiment quelque chose de l'ordre de la compréhension et de la régulation. Et le fait d'avoir une distinction de différents niveaux dans l'empathie, automatique moteur, affectif ou émotionnel et cognitif et à visée de régulation, c'est aussi pour nous aider à décrypter que peut-être certains éléments sont présents très tôt dans la vie de l'être humain, peut-être certains éléments sont d'ailleurs communs à d'autres espèces que la nôtre, peut-être aussi qu'on peut comprendre chez des individus qui ont déjà un certain niveau de développement, des enfants un peu plus âgés que les petits, que les bébés, des adolescents évidemment aussi auprès d'adultes, peut-être qu'on peut comprendre que ce n'est pas l'empathie globalement, l'empathie qui voudrait tout dire et rien dire, qui serait altérée, qui amènerait à des difficultés à fonctionner avec autrui, voire qui amènerait à des troubles de santé mentale, des troubles psychiatriques, pédopsychiatriques, mais que c'est peut-être un certain niveau de l'empathie qui est altéré, et pas forcément les autres, et qu'il y a peut-être des choses qui sont présentes, qui sont fonctionnelles, et qui peuvent faire l'objet d'une béquille ou d'un levier, et puis qui sont à considérer comme déjà des acquis. Ça nous permet en fait d'être beaucoup plus fins en termes de compréhension de ce qui fonctionne ou qui dysfonctionne en termes d'empathie. Dans des travaux que nous avons pu mener avec des collègues qui sont des collègues du champ de la psychopathologie, de la psychologie du développement et des sciences de l'éducation, on a pu voir 3 séquences dans le fonctionnement empathique, et je vous en reparlerai un petit peu après. La contagion, donc l'empathie reposerait sur une part de contagion, mais il faut savoir doser. Paracelse disait tout est poison, rien n'est poison, tout dépend de la dose. Bon, ben, on a besoin d'être un peu en contagion avec autrui, mais si c'est beaucoup trop, on n'arrive plus à avoir la prise de perspective et se distinguer soi et autrui. La contagion, elle va être non intentionnelle, elle va porter sur des mouvements, sur des expressions. Elle peut être même associée parfois à des situations où il y a quelque chose de très vif, même une forme d'urgence. Il y a une empathie cognitive, c'est une empathie où on arrive à pleinement intégrer les signaux, pleinement décoder et en partie les réguler. Et puis, l'empathie, elle est aussi caractérisée par, vous l'avez compris, à l'opposé de la contagion, cette grande prise de distance, cette grande prise de perspective qui amène à une forme de déconnexion.
Et pour avoir une bonne réponse empathique, on fait l'hypothèse que autant c'est important d'avoir un certain niveau d'activation, on a besoin d'être assez activé par les émotions des autres, aspect contagion, mais on a aussi besoin d'être un peu en déconnexion, pour ne pas, vous savez, si vous me permettez l'expression, pas être dans une situation d'éponge émotionnelle, ou si notamment on aimerait être là en termes de soutien, en termes de modèle, en termes de guidance, eh bien on aurait peut-être du mal à être efficace si on est totalement happé et en pleine réplication des émotions les plus intenses et les plus dysfonctionnelles en face. Donc on a besoin d'une forme de déconnexion, mais à nouveau pas une déconnexion qui soit absolue, complète, sinon on risquerait là dans une froideur affective et on a perdu le cap, on n'est plus dans l'empathie. Donc l'empathie, ce serait une espèce d'équilibre, de balance à trouver entre la contagion et la déconnexion, et plus on aurait cette balance entre contagion et déconnexion, cet équilibre dans la balance entre contagion et déconnexion, plus on arriverait à avoir un bon niveau d'empathie cognitive, c'est-à-dire la prise en compte des états affectifs d'autrui, tout en les distinguant bien des siens, et puis en ayant une capacité à agir de manière efficace dessus. Je passe un peu vite parce qu'on revient sur des éléments qu'on a déjà un peu décrire. Siegel, dont on pourra reparler éventuellement si vous le souhaitez un peu plus tard, parle d'aspects procéduraux, donc ce sont des aspects automatiques non conscients, des aspects sémantiques très en lien avec les représentations, et qui sont des représentations très globales autour des phénomènes émotionnels, des aspects presque génériques et des aspects biographiques, épisodiques, autobiographiques très en lien avec le sens, la valeur que les éléments ont pour moi quand je les ai partagés avec autrui. Et là on retrouve des choses qu'on étudie par exemple dans le champ de la mémoire humaine, où on sait que la mémoire, ce sont des aspects très automatiques, on n'a pas besoin d'y réfléchir pour qu'ils se mettent en place, faire du vélo, débrayer, embrayer, changer de vitesse, monter des marches, c'est assez automatique. Une fois que c'est acquis, c'est assez stable et on arrive à déployer une compétence sans avoir un accès explicite et une allocation de ressources importante dessus. Puis la mémoire d'un événement, on peut autant la vivre d'un point de vue très général, sémantique, un peu ce qu'on appelle aussi parfois une vision encyclopédique, c'est partagé par toutes et tous, c'est assez factuel. Et puis quelque chose d'épisodique, de biographique. C'est moi qui l'ai vécu dans un contexte avec un certain ressenti. Ça vous parle un petit peu ces distinctions épisodiques, autobiographie, sémantique? Dans la mémoire, en fait, on estime que la mémoire elle a plusieurs facettes, plusieurs composantes, et c'est la même chose ici pour l'empathie. Si on prend un grand événement, et je vais essayer de contourner les exemples négatifs, si on prend un grand événement comme la victoire à une Coupe du Monde, on peut se dire, ok, j'ai l'information, tel jour, telle date, telle heure, tel buteur ou buteuse, parce qu'il y a des équipes féminines, rappelons-le, dans tel stade, sur telle chaîne c'était retransmis, ou dans tel stade ça jouait, on a l'information. Et que c'est un événement a priori heureux, on peut avoir une information émotionnelle, vous voyez, ça reste global. Par contre, ça peut être très personnalisé, et là c'est la composante biographique. C'est moi qui étais avec ma famille, et puis c'était vraiment très heureux, et puis on a pleuré, on a crié, on a chanté, on s'est cassé la voix, et puis on avait mis du maquillage, et puis ceci, et puis cela, et puis c'est tout un contexte qui évidemment ne va pas être décrit de la même manière par son voisin ou sa voisine, qui n'a peut-être pas du tout vécu les choses de la même manière, qui peut-être ne lui attribue pas le même sens au niveau émotionnel. D'accord ? Eh bien, on a la même chose pour l'empathie, on peut avoir des aspects très génériques, assez fondamentaux, et des aspects beaucoup plus personnels, et c'est dans l'interaction de tout ça que se fait ce processus de compréhension de soi par rapport avec autrui. Des aspects procéduraux, automatiques, des aspects très génériques, des valeurs, des croyances partagées, un certain sens moral, et puis des aspects tout à fait personnels, parce que vous savez que les valeurs, elles peuvent être groupales, sociétales, elles peuvent être aussi tout à fait personnelles. La minute historico-philosophique.
Donc je sais que vous êtes nombreux comme moi à maîtriser le grec. Empathia, empathos, l'empathie, ce qui n'est absolument pas vrai, vous m'avez compris de ma part. L'empathie, c'est un néologisme, même si on emploie du grec et que ça paraît très vieux, très ancien, c'est un néologisme, c'est assez récent. Empathos, ça signifie dans le ressenti, dans l'affect. Et si aujourd'hui on voit une grande place accordée à l'empathie, par exemple en psychologie, en sciences de l'éducation, en santé mentale, de manière plus globale aussi, c'est la philosophie, notamment la philosophie de l'esthétique qui a travaillé en premier lieu sur l'empathie. Cette empathos est même venue après le Einfühlung, bien sûr, son autre germaniste ici, et vous ne m'en voudrez pas de mon accent, qui renvoie donc à la philosophie de l'esthétique et à cette notion que dans le mouvement, on va ressentir quelque chose. Et être exposé à une œuvre d'art, être exposé à des éléments picturaux, architecturaux, ça peut déclencher en nous une sorte de perception dynamique, même si l'objet est statique, et ça peut vraiment emmener dans toute une mise en mouvement de notre ressenti. Et à partir de là, ce concept qui est une approche dynamique dans la démarche esthétique avec un mouvement perçu dans ce qu'on observe et qui met en mouvement, qui met en action, parce que c'est ça l'émotion, c'est la mise en action de nos ressentis, de nos sensations et d'un certain nombre de pensées. Eh bien, tous ces éléments-là constituent une base pour ensuite amener au concept d'empathie tel qu'on l'a décrit aujourd'hui, où en fait, vous l'aurez bien vu, avec tout ce qu'on a placé en revue précédemment, on se retrouve mis en mouvement par les signaux, les émotions qui nous viennent de notre environnement social. Certains, observant les colonnettes des temples, les voyaient se répondre les unes avec les autres, les voyaient se mettre en mouvement, alors qu'a priori, hors phénomène sismique, elles ne bougent pas. Et c'est bien là que la philosophie de l'esthétique a vraiment créé cette notion centrale d'être mis en mouvement par nos émotions, par l'affect. Alors, soit on a un point de vue qui est celui de l'œuvre d'art et de l'objet perçu, soit on a un point de vue qui est celui de, non pas l'art centré sur l'objet, mais l'art centré sur la personne qui perçoit et qui ressent. Et c'est plutôt ça qui est au cœur de ces travaux sur l'Einfühlung, si je le prononce bien, et l'empathos. Et ça, c'est vraiment la base philosophique qui vient de la philosophie de l'esthétique, qui est venue alimenter à nouveau ce construit beaucoup plus aujourd'hui tourné vers les modèles de régulation émotionnelle et de cognition sociale tels qu'on l'utilise dans l'éducation ou la santé. Alors, quelques éléments autour de l'empathie, et je vous l'ai dit, l'empathie nous amène à parler du cerveau social. Le cerveau social, c'est une théorie, et cette théorie, elle va se résumer très simplement de la manière suivante, en faisant très attention à ne pas aller plus loin que ce que peut dire la théorie. Vous savez que notre cerveau est fait d'un grand nombre de neurones qui vont constituer des territoires cérébraux qui, pour certains de ces territoires cérébraux, on parle aussi d'aire cérébrale spécialisée, on parle de section lobaire, on parle... bon voilà, on peut l'aborder de différentes manières sur une vision neurofonctionnelle. On sait qu'on a des parties du cerveau, pour le dire plus explicitement, qui peuvent être spécialisées dans certaines opérations. Il y a des zones pour le langage écrit, le langage parlé, la compréhension du langage, la production du langage. Il y a des zones spécialisées dans la motricité, il y a des zones spécialisées dans l'audition. Voilà. C'est quelque chose qu'on connaît très bien en neurologie, en neuropsychologie. Eh bien, il y a une théorie que de la même manière qu'il y aurait des zones du cerveau qui sont spécialisées dans certaines fonctions qui sont très en lien avec ce qu'on appelle les fonctions cognitives, au sens les grandes aptitudes d'apprentissage, de compréhension, de communication, de sensorialité, de motricité, eh bien il y aurait des zones du cerveau qui sont spécialisées, qui sont dédiées au traitement de l'information émotionnelle.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'amygdale cérébrale. L'amygdale, au cœur du cerveau, dans le lobe temporal interne, c'est une espèce d'alarme, de mécanisme d'alerte. Elle est spécialisée dans, par exemple, le repérage des phénomènes qui sont intenses. Voilà pourquoi on associe beaucoup l'amygdale à l'identification de la menace, à la réaction au danger. Et ce qui va être associé à ce qu'on appelle l'émotion, par exemple, de peur. On a des zones du cerveau qui sont a priori impliquées dans le ressenti de nos états corporels, ce qu'on appelle l'interoception. On a des zones du cerveau qui vont être aussi impliquées dans la compréhension des signaux, le décodage des signaux chez l'esprit, notamment en lien avec les cortex insulaires et cingulaires. Vous voyez, de la manière dont le cerveau, il a des zones en lien avec production du langage, compréhension du langage, traitement de l'information visuelle. Eh bien, le cerveau social dit il y a aussi des zones du cerveau qui sont impliquées dans des aspects qui sont plutôt d'ordre affectif et social, plutôt d'ordre émotionnel. Alors, ce cerveau social, qu'en connaissons-nous? On sait que ça correspond à la spécialisation. Alors, pour être très en lien avec l'état actuel des connaissances, ce n'est pas des zones du cerveau spécifiquement qui traitent telle ou telle information. Vous savez qu'on est sorti de la phrénologie, de la thèse des maths et ce genre de choses. Ce sont en fait des réseaux dédiés, des réseaux préférentiellement impliqués dans le traitement de l'information sociale et affective et qui vont être aussi impliqués dans d'autres traitements d'information. Mais voilà, il y a des voies qui sont en lien avec la capacité à décoder ou à répondre à des stimulations émotionnelles. Donc il y aurait une spécificité. Et on a des modèles neuropsychologiques, on a aussi des modèles neuropsychologiques humains, on a aussi des modèles chez l'animal qui nous montrent que quand certaines zones du cerveau sont impactées, eh bien la compréhension de certains signaux ou l'adaptation des comportements, elle aussi, est impactée. Il y a une forme de corrélation qui est ici dans cette théorie. La théorie du cerveau social, elle nous renvoie aussi à l'idée que le cerveau, vous savez que l'organisme humain est très influencé par l'environnement dans lequel il se développe et dans lequel il évolue, dans lequel il vit. Et le cerveau, dans cette théorie, est envisagé comme étant l'organe le plus sensible à l'environnement durant son développement. Avec des travaux très intéressants, attention aux aspects qui sont malgré tout plus fondamentaux que destinés à une application directe, dirons-nous. Mais avec des travaux qui nous disent que le cerveau il est sensible à son environnement très tôt, dès le départ, y compris l'environnement intra-utérin, parce qu'il commence déjà à capter des signaux. Un bébé commence à avoir une certaine activité cognitive et émotionnelle dans le ventre de sa maman. Alors, on a bien compris qu'il faut prendre soin de nos cerveaux, puisque nos cerveaux sont probablement des organes très importants pour certaines activités, les apprentissages, le vivre ensemble, la régulation de nos états de santé, certes mentale, mais aussi somatique. Alors il est important de mieux comprendre cet organe sensible, très sensible qu'est le cerveau. Mais si on veut agir de la manière la plus efficace possible pour le bon développement de ce cerveau, qui est un organe a priori important pour un certain nombre de grandes fonctions dans nos vies, dans nos quotidiens, c'est peut-être aussi à l'environnement, la qualité de l'environnement dans lequel se trouve le cerveau qu'il faut être particulièrement attentif. On sait aussi dans c'est ce que propose cette théorie du cerveau social, c'est qu'il y a des signatures chimiques associées à certains comportements et au fonctionnement social. Je pense que vous avez toutes et tous déjà entendu parler de l'ocytocine. L'ocytocine, qui est par exemple très très importante durant l'accouchement, durant la délivrance placentaire, durant la mise en place de l'allaitement. Mais l'ocytocine, c'est aussi quelque chose qui est en lien, enfin qui fait le lien, qui fait nos liens. C'est quelque chose qui nous permet d'aller vers ce qu'on appelle l'attachement. Et ça donc va bien au-delà de l'allaitement, puisque les hommes aussi qui n'allaitent pas a priori ont de l'ocytocine et voient leur taux d'ocytocine varier en fonction de certains comportements sociaux. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais cette théorie du cerveau social, elle pense à un moment le cerveau comme ayant des circuits dédiés dans des traitements de l'information,
comme ayant une correspondance entre l'organe et l'environnement, mais aussi comme ayant des voies neurochimiques dédiées, l'ocytocine étant une parmi d'autres. Et puis, comme je vous le disais à l'instant, des lésions du cerveau donnent lieu à des perturbations des émotions et du comportement social. Si vous avez déjà entendu parler de Phineas Gage, un patient ouvrier du chemin de fer nord-américain qui a connu un accident dramatique, une barre de fer qui a traversé l'orbite ressortie par le haut du crâne, étant arrivé très loin derrière lui, je crois, plusieurs dizaines de mètres. Il y a une explosion. Il a survécu quand même, une boîte crânienne transpercée. Bonne nouvelle, par contre, tout le monde disait, Gage, il s'appelait Phineas Gage, Gage n'était plus Gage. Gage, qui pour le dire rapidement ressemblait un peu à l'homme idéal ou au gendre parfait, était devenu l'homme le plus grossier, le plus détestable, avec des difficultés de comportement social. Et on sait que les personnes qui vont avoir des lésions de certaines aires cérébrales vont présenter ce type de comportement. On sait que les tumeurs qui vont reproduire des lésions comme celle de Phineas Gage peuvent se retrouver, ou des lésions vasculaires peuvent se retrouver dans les mêmes conséquences comportementales. Et on le sait aussi chez l'animal. Donc, il y a un certain faisceau d'éléments pour indiquer à travers cette théorie du cerveau social que nous avons une prédisposition à traiter des informations socio-affectives, et probablement que ce que l'on appelle l'empathie, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la résultante de ce cerveau social. C'est une aptitude, c'est une compétence qui est en lien avec ce cerveau social, ce cerveau dédié à la compréhension d'autrui et au traitement des informations émotionnelles en général. Donc il existe un certain nombre d'études assez intéressantes, comme par exemple le fait d'observer les taux d'ocytocine des individus qui, quand ils seraient plus élevés, auraient plus de comportements prosociaux, donc moins de comportements antisociaux, des comportements qui pourraient être néfastes ou agressifs pour autrui, et pourraient avoir de meilleurs niveaux de bien-être, de meilleurs niveaux de régulation du stress. Il y a quelques études qui sont vraiment à prendre avec prudence, mais qui indiquent que les comportements des individus vont aussi varier si on si on propose aux personnes de recevoir, notamment par pulvérisation nasale, de l'ocytocine. Donc l'ocytocine, ça a l'air d'être une hormone très importante pour la socialisation. Et cette ocytocine, en fait, c'est la partie chimique du phénomène. La partie plus conceptuelle, psychologique, qui détermine les comportements, en gros la manière dont on le traduit en dehors de la biologie, ce serait à travers l'empathie. Donc il y a un certain nombre d'études qui existent, qui sont particulièrement intéressantes. Par exemple, l'ocytocine augmente la générosité des individus. Alors pour autant, n'essayez pas d'asperger les foules d'ocytocine pour qu'elles soient très généreuses. Vous avez une idée, comment ça marche pas. Non, n'essayez pas. Ça ne fonctionnera pas. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'ocytocine, c'est quelque chose qu'on commence seulement à comprendre et qui est à comprendre en interaction avec d'autres éléments, avec le cortisol, l'hormone du stress, avec l'adrénaline, avec tout un nombre d'hormones et d'autres messages chimiques. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Par contre, il y a des éléments intéressants. Je vous donne juste une illustration parce que c'est assez porteur. Vous prenez une problématique de santé majeure qui est celle des troubles du spectre de l'autisme. On sait qu'il y a des déficits en termes de compétences sociales, des difficultés d'intégration des émotions d'autrui. Donc les personnes qui souffrent d'autisme ont beaucoup de mal de s'ajuster à leur environnement social, ont beaucoup de mal à s'ajuster aux autres. Eh bien, on se rend compte que certaines personnes qui présentent des troubles du spectre de l'autisme, ayant apparemment quelques spécificités en ce qui concerne leur propre fonctionnement avec l'ocytocine, amélioreraient en partie leur comportement lorsqu'on leur administre de l'ocytocine. Par contre, ce sont des choses qui sont avec des petits effets et qui sont très peu durables dans le temps, donc vous aurez compris que malheureusement, on aimerait bien que ce soit différent, malheureusement on ne règle pas les troubles du spectre de l'autisme à coup de cheap sheet d'ocytocine. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça.
L'ocytocine, on sait aussi que c'est très en lien avec le contact humain, parce que si on administre de l'ocytocine pour voir la générosité des individus, eh bien ça marche bien en face à face. S'il y a un écran d'ordinateur entre les deux, ça semble ne plus tout à fait fonctionner. Bon, et puis pour celles et ceux qui sont vraiment très curieuses, il y a des travaux par nos collègues belges, notamment de l'Université libre de Bruxelles, qui sont en train de s'intéresser à l'ocytocine qui se passe entre l'homme et l'animal, notamment le chien et le chat, ce qui est un sacré pari d'un point de vue lien social, d'aller étudier des chats et leur système d'attachement. Mais il semblerait que nous partageons, en tant que mammifères, des éléments de cerveau social, des éléments ici aussi hormonaux, et que voilà, ça pourrait aussi expliquer certains intérêts autour de ce que vous avez peut-être déjà entendu être évoqué sous l'appellation de médiation animale. Ça a des bases, ça a des fondements, c'est probablement parce que nous avons une capacité d'attachement, l'animal aussi, et puis à décoder les signaux des uns et des autres. Évidemment, ça c'est dit très vite, c'est très associé à des réductionnismes expérimentaux, il faut regarder beaucoup plus en détail, mais ça constitue vraiment des champs d'application à l'avenir autour de ces concepts d'empathie et de cerveau social. Alors pourquoi ça fonctionne ce cerveau social et à quoi ça sert? En fait, c'est une théorie notamment reprise par Cacioppo et Cozzolino qui nous dit que plus nous sommes proches et soudés dans un groupe, plus nous avons en fait d'organes sensoriels, des yeux, des oreilles, une olfaction et même du toucher, qui nous permettent, connectés à nos cerveaux, de traiter un grand nombre d'informations. C'est comme si vous disiez à plusieurs ordinateurs de se partager des traitements complexes. En fait, ça peut aider. C'est ce qui avait été organisé dans les Génotons il n'y a pas très longtemps. On a davantage de manières d'intégrer des informations et de les traiter. Et donc ça, c'est très en lien avec notre évolution. Plus on est soudé, le fait d'être en lien, ça nous amène à être soudés. Et ce lien que l'on partage, cette solidarité que l'on a, elle va nous permettre d'être ensemble plus vigilants en groupe. Et être plus vigilants en groupe, eh bien, ça va être un levier de protection, un levier de survie, à la fois des individus et de l'espèce. Alors, on a découvert des choses assez intéressantes, notamment en neuropsychologie. C'est qu'il y aurait un chevauchement entre les structures cérébrales qui sont capables de traiter les signaux de douleur organique, de douleur physique, enfin quand on se fait mal, très clairement, et les systèmes qui sont capables de percevoir la douleur d'autrui au niveau affectif, au niveau moral. Donc il y aurait un lien entre douleur organique et douleur sociale. Est-ce que vous avez déjà vu cette petite tâche du ballon, qu'on appelle aussi la cyberball, cybertask? Alors vous voyez que c'est sous forme d'un jeu vidéo, vous voyez qu'on n'est pas en haute définition, c'est pas un gros développement visuel, mais ça fonctionne très bien. Ce qui se passe, c'est que vous incarnez un personnage qui est ici, et vous jouez avec deux autres personnages, et il s'agit de se lancer la balle, vous avez une petite souris, vous allez dire, je clique là pour l'envoyer à celui-là, après je cliquerai là pour l'envoyer à celui-là va me le renvoyer, ou va le renvoyer à l'autre. Bref, il s'agit de se passer la balle. Mais les expérimentateurs vont truquer la trajectoire de la balle et vont faire qu'au bout d'un moment, les deux compères jouent sans vous. Et en fait, le fait d'être cette petite main qui ne reçoit plus la balle pour l'envoyer au deux petits bonhommes, ça va générer un certain stress, voire une détresse. Et si on mesure vos taux de cortisol, l'hormone du stress, si on mesure les aires cérébrales qui se mettent à consommer plus d'énergie en faisant cette tâche en même temps que vous seriez dans une IRM, on va se rendre compte que le réseau de la douleur s'active. Donc le rejet social, vous êtes rejeté, vous êtes ostracisé par les deux oiseaux, ça vous fait mal comme si vous étiez en train physiquement de vous faire mal avec un coup de marteau sur le doigt en essayant de planter un coup. Vous voyez l'idée? Et ça, c'est important parce que ça nous renvoie aussi à une signature cérébrale qui peut exister chez l'être humain de manière tout à fait automatique. Et il y aurait donc un parallèle entre la douleur physique et la douleur morale. Ce parallèle tient aux éléments que je vous présentais précédemment et qui sont que voir des personnes souffrir physiquement, être blessées, être menacées dans l'intégrité physique, c'est un véritable problème pour la survie des individus
l'individu et de l'espèce, mais voir des personnes qui souffrent au niveau moral, au niveau psychologique, c'est aussi être face à des individus qui vont peut-être être moins impliqués, moins coopératifs, moins intégrés au groupe. Et ça, c'est une menace pour l'espèce. On a dit d'avoir des individus qui sont physiquement menacés. Donc voilà tout ce que nous amène cette théorie sur le cerveau social en lien avec le concept d'empathie. Et vous voyez qu'on a certains éléments qui sont ici mobilisés pour souligner ô combien nous sommes les uns et les autres en fait sensibles aux émotions d'autrui. Et que les émotions d'autrui, on va les ressentir, elles vont nous impacter sans forcément qu'on les décide, et elles peuvent nous faire souffrir, nous faire mal, nous dégoûter, nous apeurer, comme si c'était quelque chose qui était une menace physique. Alors, je voudrais juste, dans les quelques minutes qui me restent, vous présenter quelques études intéressantes pour aussi souligner la place de l'empathie, la place de la socialisation. Est-ce que vous connaissez peut-être cette étude de un des collaborateurs sur les groupes de foot? Non? Il n'y aura pas une grosse redite, je m'engage. Voilà, on perçoit une situation, et cette situation, ça va déjà être une douleur. On inflige aux personnes une petite douleur. Une douleur qui peut être pour soi, qui peut être pour son groupe, qui peut être pour un groupe adverse. Une petite douleur à travers un petit choc électrique. Donc rien de létal, je vous rassure, sinon les comités d'éthique ne l'évalueraient pas du tout. Il y a un choix parmi trois réactions quand on reçoit la douleur, enfin quand il y a une douleur qui est proposée à soi et puis après à quelqu'un d'autre qui est quelqu'un avec qui on partage une caractéristique, donc qui est dans un groupe commun au sien, ou quelqu'un qui est dans un groupe opposé, un groupe adverse. On peut proposer de partager la douleur, on peut partager de regarder l'autre souffrir, donc on lui donne toute sa douleur, et on n'en prend aucune part. Et puis aussi, on peut aussi faire une tâche totalement distractrice, essayer de ne pas raisonner sur la douleur et aller regarder par exemple un match de football. Pour faire rapide, ce qui est intéressant, c'est que le fait de voir quelqu'un souffrir et de potentiellement partager sa douleur, dire bah écoute, vous dites au expérimentateur, là je vois bien que la personne elle a mal parce qu'elle reçoit un petit courant électrique, ou on la pince, on la pique un peu, je vais essayer de prendre 50% de sa douleur déjà. Et bien on a plus tendance à le faire quand c'est quelqu'un qui est du même groupe que le nôtre, ou quelqu'un qui n'est pas du même groupe. Et des chercheurs ont poussé le bouchon jusqu'à le faire avec des équipes de foot. Est-ce que la personne soutient la même équipe que vous ou pas? Donc les participants étaient plus à même de partager la douleur de personnes qui encouragent la même équipe que la leur, et puis à laisser souffrir les supporters du camp adverse. Et ce qui apparaît, c'est que ça c'est très en lien avec la mobilisation de structures cérébrales qui sont impliquées dans la récompense ou dans le ressenti de la douleur. Et que c'est modulé par les questions de groupe. Donc parler d'empathie, parler de cerveau social, parler d'attachement, va vite nous amener à la question de groupe, va aussi nous amener à, je pense, à une notion qui est très très importante en milieu scolaire, en contexte éducatif, qui est la question du sentiment d'appartenance que les individus développent. Et ce sentiment d'appartenance, aujourd'hui, il est, à mon avis, à regarder de très près, et à regarder de très près aussi dans la manière dont certains arrivent, plus ou moins, à développer ce sentiment d'appartenance. Et une hypothèse qui peut être faite, c'est que plus on aurait un haut niveau d'empathie, c'est une hypothèse, plus on aurait une capacité à partager des émotions avec autrui, tout en distinguant soi et autrui, pour être bien équilibré, plus peut-être arriverait-on à développer des sentiments d'appartenance. Plus on arriverait à déclencher quelque chose de commun qui intègre autrui. Est-ce que vous connaissez cette étude de Wasserman et collaborateurs? C'est une étude importante qui ne peut plus être répliquée en la même forme pour des raisons éthiques et qui posait cette question suivante. Ok, les êtres humains partagent leurs émotions, s'entraident ou pas, en tout cas ils semblent avoir cette compétence empathique, mais est-ce que c'est spécifique à l'être humain ou est-ce qu'on retrouve ça chez des animaux? Et en fait, l'expérience de Wasserman et collaborateurs, qui a été publiée dans la plus grosse revue de santé mentale, l'American Journal of Psychiatry, en 1964,
a proposé la chose suivante. Vous avez des singes qui sont dans des cages. Ces singes ont bien compris que pour s'alimenter, il faut activer un petit levier. Le petit levier permet de recevoir de la nourriture. Sauf que quand le singe numéro 1 active le petit levier pour se nourrir, et c'est quand même important de se nourrir pour pas dépérir, activation du levier, délivrance de nourriture, ça électrifie le singe numéro 2 dans l'autre cage, puisque le sol est électrifié par exemple. La question qui s'est posée, c'est évidemment un être humain fait tout ça. Non, évidemment, un être humain, pour son besoin, ne ferait pas du mal à autrui. Personne n'a vu l'actualité ces derniers temps, évidemment. Alors la question c'est, est-ce que, malgré tout ce qu'on imagine comme étant une capacité, dans certains cas on espère, de se réguler chez l'être humain avec un sens moral, et donc une empathie bien développée, est-ce que c'est spécifique à l'être humain, parce que ça existe aussi chez le singe? Et l'étude de Masserman et collaborateurs, elle est fabuleuse, parce que le singe, plutôt que de dire je m'alimente et je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien, en fait, dans cette expérimentation, des singes ont préféré s'affamer plutôt que d'infliger des décharges électriques à des congénères. Certains sont allés jusqu'à une semaine ou plus de jeûne pour ne pas... Et il s'est trouvé que les singes qui eux-mêmes avaient connu les décharges électriques dans l'autre cage, eux-mêmes étaient les plus réticents à faire souffrir les autres. Et vous voyez, là, on commence aussi à discuter quelque chose qui est souvent présent dans la littérature en neurosciences affectives, qui est cette continuité dans le règne animal et peut-être des appareillages communs au niveau empathique, au niveau émotionnel, entre les humains et les animaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'empathie, ce serait un équilibre entre des aspects de contagion et de coupure émotionnelle, ce serait un équilibre à trouver. Nous, l'hypothèse que l'on fait, c'est qu'il y a un certain nombre d'individus qui sont peut-être assez prompts à trouver cet équilibre. Il y a peut-être des individus qui sont plus dans la déconnexion, des individus qui sont peut-être plus dans la contagion. Pourquoi? C'est encore une autre question, et c'est probablement à regarder de manière complexe, à la fois par des aspects de prédisposition biologique, tempéramentale, mais aussi par des aspects culturels et d'éducation, et des apprentissages précoces. Mais on fait l'hypothèse que tout ça, ça relève de compétences ou d'aptitudes, en tout cas de choses que l'on peut apprendre, que l'on peut stimuler, que l'on peut développer. Et l'idée, c'est notamment, tel qu'on le propose dans des prises en charge de personnes qui ont des troubles d'ajustement et de régulation émotionnelle, c'est de comprendre ce qu'est la contagion, de comprendre ce qu'est la déconnexion, de bien décoder les signaux émotionnels et d'apprendre à trouver l'équilibre. D'avoir d'un point de vue métacognitif, la compréhension de comment je fonctionne, le raisonnement sur mon propre raisonnement, d'avoir métacognitivement cette capacité à se rendre compte que je suis très dans la contagion, je suis très dans la coupure, et qu'il faudrait peut-être que je le sois moins, et apprendre à le faire. On a proposé une empathie, je vous l'ai dit, en 3 domaines, la contagion émotionnelle, l'empathie cognitive, la déconnexion émotionnelle. Je vais rapidement vous parler de quelque chose qui vous intéresse peut-être au premier plan, qui est la séquence développementale. Et on s'est rendu compte, en proposant des évaluations d'empathie à des individus assez jeunes, 6 à 12 ans, on s'est rendu compte que les niveaux de contagion émotionnelle, les niveaux d'empathie cognitive et les niveaux de déconnexion émotionnelle n'étaient pas les mêmes à différents âges de la vie. Et c'est probablement lié, c'est comme ça qu'on l'a interprété, à des aspects de maturité. Il y a des éléments dans l'empathie qui vont nécessiter d'avoir un certain développement cognitif pour faire preuve d'inhibition, de contrôle, de régulation de soi. Ça demande du contrôle attentionnel, c'est très en lien avec le développement du lobe frontal. Et évidemment, ça prend du temps. Je pense que vous le savez, les aspects les plus fins du développement de l'autorégulation, du développement du lobe frontal, c'est des choses qui arrivent au début de l'âge adulte. Donc chez les enfants, c'est particulièrement immature. Alors, on s'est rendu compte que la contagion émotionnelle n'était pas influencée par l'âge, mais qu'elle était influencée par le genre. Les filles ayant de base une tendance à avoir des plus hauts scores de contagion émotionnelle que les garçons, en tout cas les petites filles en France, et des collègues sont en train à l'international de voir s'ils répliquent ces résultats français. Vous imaginez bien que si c'est discordant, ça pourra peut-être venir
interroger des aspects culturels. Il y a quelque chose chez les petits Français et les petites Françaises. Pour ce qui est de l'empathie cognitive et de la déconnexion émotionnelle, ce n'est pas spécifiquement influencé par le genre. Tout ça, ça relève en fait de ce qu'on appelle des mesures d'invariance. Mais c'est influencé par l'âge. C'est-à-dire que les scores ne sont absolument pas les mêmes, ils ne veulent pas dire la même chose, à 6 ans ou à 11 ans. Et entre guillemets, si vous utilisez cette échelle qu'on a développée en reformulant les items, en faisant des petits smileys, etc., pour des garçons et des filles, on va dire rapidement enfants pré-ados, les scores faibles en déconnexion émotionnelle à l'âge de 6 ans ne sont absolument pas problématiques. Parce que c'est attendu qu'à 6 ans, on ait une déconnexion émotionnelle moins efficiente que par exemple lorsqu'on a 12 ans, qu'on est adulte. Et c'est très en lien avec l'hypothèse d'une maturité cortico-frontale qui prend du temps et qui est à considérablement intégrer, alors sans tout rendre neuro-expliqué, neuro-prouvé, neuro-justifié, attention à non plus... en quelque sorte, à ne pas tomber non plus dans des neuromythes qui sont très souvent présents sur ces thématiques-là, mais vraiment intégrer qu'il se passe énormément de choses d'un point de vue cérébral, cognitif et affectif chez l'être humain pendant les premières années de vie, jusqu'à l'adolescence, qu'à l'adolescence, c'est des nouvelles séquences, qu'il se passe des choses aussi au début de l'âge adulte, et qu'il faut a priori intégrer ça et se dire que c'est normal que certaines choses n'arrivent pas à être régulées, c'est normal que certaines choses n'arrivent pas à être correctement peut-être intégrées, et c'est aussi normal qu'il y ait un grand écart parfois entre des enfants d'un même groupe, puisque tout ça est soumis à un grand nombre de différences interindividuelles, de genre, de statut socio-économique, mais aussi avec des facteurs développementaux et de santé. Alors on apprend que l'enfant, dans les théories de neurosciences affectives et autour de l'empathie, que l'enfant il aurait cette probable prédisposition à aller capter l'attention d'autrui, à aller capter l'attention notamment des adultes, en premier lieu ses parents, mais pas que, pour avoir des soins de l'attachement. Et dans cette hypothèse des neurosciences affectives qui traite de l'empathie et aussi de l'attachement, on retrouve assez souvent l'idée qu'il y aurait chez l'adulte une prédisposition à aller capter les signaux des plus jeunes, des plus vulnérables de manière aussi plus générale, et que bien là, ça se passe a priori bien quand l'enfant arrive à envoyer un signal et le donneur de soins, la donneuse de soins, l'adulte responsable à les saisir, à les décoder et répondre. Ce serait un signe d'un cerveau social qui est pleinement opérationnel. Évidemment, quand c'est positif, ça vient renforcer les besoins primaires et ça vient permettre d'encoder un relationnel sécurisant. Ça, c'est tout ce qui est en lien avec une littérature sur la sécurité psychologique. Si c'est négatif, eh bien, ça vient intégrer des représentations négatives de soi et de sa relation aux autres. Et ça, très précocement. J'imagine que vous avez déjà entendu parler des travaux, peut-être de Jaak Panksepp, spécialement, ou de la pédiatre Catherine Leggen, plus sur les aspects de promotion d'une éducation bienveillante, avec des éléments issus des neurosciences affectives. Il y a tous les travaux qui sont souvent mis en avant et qui peuvent servir de socle pour participer à une psychoéducation autour de ce qu'est l'enfant, son développement, l'empathie, la non-violence. C'est étayé par tous les éléments que j'ai pu vous présenter, certes assez rapidement, mais jusqu'ici. Et c'est vraiment des éléments qu'il faut considérer. Ce que l'on sait, c'est que très tôt, l'enfant, il est activé par les pleurs d'autrui. Les pleurs d'un enfant, en fait, sont faits pour être particulièrement décodés par d'autres enfants, de manière assez automatique. Un petit peu comme des tours, des vigies qui se disent attention, il y a un danger, il y a un envahisseur. Ça fait penser à la structuration des tours génoises en Corse, si vous connaissez. C'est un peu le système. Dire j'alerte jusqu'à ce qu'à un moment le signal puisse être perçu, décodé, qu'on puisse agir. Eh bien, on a cette hypothèse que l'audition des pleurs d'un nouveau-né va favoriser
l'apparition de pleurs chez un autre enfant. Et quand on creuse un petit peu, les pleurs chez un autre enfant pour dire attention, là il y a un de mes congénères, il y a un de mes pères qui va pas très bien, qui a besoin d'aide, et bien ça a été traité de manière un peu plus poussée par certaines équipes de recherche, et qui ont pu mettre en évidence que les nouveau-nés qui pleuraient, en entendant un autre nouveau-né qui pleurait, le faisaient en particulier lorsqu'il y avait une similitude en termes d'âge, en termes de séquence développementale, comparativement à des enfants plus âgés, donc les tout petits sont moins réceptifs aux pleurs des enfants plus âgés, plus réceptifs aux pleurs, par exemple, de primates, et plus réceptifs que tout simplement à des bruits. Ça veut dire que l'enfant ne se met pas à pleurer parce qu'il y a eu du bruit, ou parce qu'il y a eu des pleurs, ou une porte qui claque, ou que sais-je. Il y a vraiment cette signature qui est supposée autour du pleur, autour du cri. Puis vous savez peut-être que certains travaux, qui sont encore évidemment à poursuivre, mais s'intéressent à la distinction des pleurs et aux différents signaux qui peuvent être transmis par les pleurs. Et puis on se rend compte aussi que les enfants sont très tôt capables de distinguer leurs pleurs de ceux d'autrui. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui était forcément acquis dans la littérature pendant un certain temps. Parce que si l'hypothèse est que entendre des pleurs va générer des pleurs pour alerter autrui, que se passe-t-il si on entend ses propres pleurs? Donc des chercheurs ont enregistré les pleurs d'un enfant, ses propres pleurs, ont pu constater qu'en entendant les pleurs d'un tiers, ils se mettent à pleurer pour dire « Eh oh, vigilance ici, il y a des bébés qui ont besoin de vous, ou des jeunes enfants qui ont besoin de vous. » Ceux qui ont des classes avec des tout petits, je pense que vous la voyez, cette mèche qui s'allume. Voilà. Eh bien, je vous dis pas d'essayer, hein, mais en faisant écouter à l'enfant qui pleure ses propres pleurs, il arrête de pleurer. Comme s'il n'y avait plus la nécessité de relier un message. Il reconnaît ses propres pleurs, il dit. Et ça, c'est une donnée de la littérature qui est assez intéressante parce qu'on a longtemps envisagé que l'enfant ne se distinguait pas d'autrui, qu'il n'avait pas une bonne compréhension de soi par rapport à autrui, qu'il avait peut-être besoin d'une certaine séquence développementale. Certains chercheurs sont allés jusqu'à des moments très précoces, hein, sont allés sur les premiers jours de vie pour tester ça. Donc en plus, ce n'est pas des apprentissages sociaux. Hein, vous imaginez bien que des études qui se passent à la maternité, les enfants ont le temps d'apprendre des choses. Encore une, parents ou maîtresses qui ont pu insuffler quelques repères. Donc nous aurions une prédisposition naturelle, présente dès le nouveau-né, dès le fonctionnement affectif, communicationnel du nouveau-né. Ce serait un précurseur de l'empathie. Par la suite, les jeunes enfants, y compris certains nourrissons, sont capables d'attention automatique aux affects d'autrui et de réguler cette attention. Dès 1 an, dans des phases préscolaires, les enfants vont faire attention à la détresse d'autrui, vont devenir capables d'intervenir pour soulager et réparer. On imagine souvent que l'enfant très tôt n'est pas capable de réguler des émotions, mais en fait, vous savez, quand des enfants cessent des pleurs, augmentent des pleurs, tournent du regard, tournent la tête, arrêtent de sourire, ce sont des formes de régulation émotionnelle, très primaires, mais ce sont des manières d'agir, ce sont des manières de changer la relation qu'il y a avec autrui. Je vais conclure rapidement avec 2 éléments. Cette grande question qui peut être posée parfois quand un enfant pleure, la réaction de l'adulte, faut-il réagir? Enfin, comment réagir? Faut-il laisser pleurer ou réconforter? C'est une question que des fois des jeunes parents posent de manière assez démunie à des professionnels de la petite enfance ou à des professionnels de santé, avec l'idée de « mais si j'interviens, je laisse pas se réguler, l'enfant va être dépendant de moi, et si j'interviens pas, non seulement mes oreilles qui risquent d'être cassées, c'est peut-être laisser quelqu'un en souffrance ». Ça, c'est assez tranché sur le fait que quand un signal de détresse n'est pas régulé, on maintient la détresse certes exprimée, mais aussi ressentie, et le ressenti de la détresse peut être tout à fait délétère. Vous le savez probablement à travers l'idée que un état de stress qui est soulagé, lorsqu'on va materner, consoler ou câliner, va être un état de détresse comportementalement accompagné, mais à un niveau neurobiologique. C'est un état de détresse qui va se traduire par une augmentation de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et ça va participer au lien social entre l'enfant et les adultes, par exemple.
Et ça va être aussi associé à la sécrétion de BDNF, le BDNF qui est un marqueur de la croissance neuronale. Croissance neuronale en particulier dans le cortex préfrontal et l'hippocampe, qui sont des structures essentielles pour les apprentissages et l'autorégulation. A l'inverse, si on dit que finalement il faut laisser faire, voire même c'est très agaçant et qu'il faut laisser pleurer ou punir, je vous rappelle que c'est une violence sanctionnée, eh bien ça maintient le stress. Le stress se traduit par un niveau de cortisol élevé. Ce niveau de cortisol, il a un effet neurotoxique, sur des territoires cérébraux qui sont particulièrement impliqués dans les apprentissages et la régulation. Donc c'est un enjeu de santé publique aussi, à la fois de promouvoir l'empathie et à la fois de prévenir les violences éducatives. Je vous proposerai en bonus, en élément complémentaire à cette présentation, peut-être que vous le connaissez déjà, tout ce corpus de recherche ACE, Adversive Childhood Experiences, qui a au départ été mené aux États-Unis, qui maintenant est relayé au niveau international, montre que les états d'adversité, de maltraitance précoce vont augmenter le risque d'apparition de troubles des apprentissages, de troubles neurodéveloppementaux, de troubles associés au fonctionnement métabolique et immunitaire, et in fine, ça va être associé à une réduction de l'espérance de vie qui peut être de 10 à 20 ans. Donc c'est un enjeu majeur. Alors, une question qui se pose, c'est l'empathie, est-ce une qualité, une compétence? Eh bien, certains auteurs ont décidé de réfléchir à la question et ont proposé que l'empathie devait être vue comme centrale dans certains contextes, dans certaines missions, les professions de santé, les professions de la petite enfance, tout ce qui est le champ du travail social, mais aussi chez les enseignants et les enseignantes. Et à travers notamment des travaux, alors là on va aller du côté de Tettega et Anderson, ils ont postulé un concept qui s'appelle l'empathie de l'enseignant et de l'enseignante, qui serait défini comme l'aptitude à communiquer avec les préoccupations des élèves, en intégrant les préoccupations des élèves, à les comprendre et à percevoir les situations du point de vue des élèves. Vous voyez que ça nécessite un moment que les enseignants et enseignantes se mettent à la place des enfants, que les éducateurs et éducatrices, que les animateurs et animatrices, un peu comme le disait finalement de longue date Rogers, se mettent dans leur basket, se fassent comme si, mais attention, à un moment en tant qu'adulte, et notamment avec cette capacité à apprendre par observation de modèles, eh bien, à ne pas uniquement répliquer la même émotion et à montrer que l'on peut résoudre, que l'on peut réguler. C'est essentiel dans les apprentissages d'avoir la guidance de la vie. Pour terminer, ça se finit, je vous rassure, dans moins de 5 minutes. Elle indique qu'il est important à la fois de favoriser des compétences empathiques, mais aussi un sentiment d'efficacité chez les enseignants et enseignantes, c'est-à-dire que, pour le traduire rapidement, plus on outillera, d'après l'auteur et ses équipes, plus on outillera les professionnels de l'enfance, de l'éducation, de compétences autour de l'empathie, meilleures seront les relations entre ces professionnels et les enfants. Mais il faut aussi le faire dans un contexte où on sait pourquoi on le fait, on a pleinement les moyens de le faire et on a à ce moment-là une satisfaction de le faire. Et c'est-à-dire que si on propose des formations, des outillages qui représentent des espèces de saupoudrage sans accompagnement, en fait les personnes ne se sentiront pas efficaces, elles ne se sentiront pas suffisamment pertinentes. Et si les personnes ont des outils mais sans les aspects d'efficacité et de pertinence associés, vous pouvez être sûr qu'au bout de peu de temps, soit les outils sont plus utilisés, soit ils sont utilisés de manière inadéquate. Et puis, et là je fais un petit clin d'œil à des travaux que l'on vient de mener avec Julien Bakchiche, qui est un doctorant qui a travaillé à mi-chemin entre la psychologie de l'éducation et la psychologie de la santé. Il faut prendre en compte les SES, les statuts économiques et sociaux des familles, avec notamment l'idée principale, et c'est des éléments qu'on est seulement en train de rendre accessibles, et j'espère que bientôt ce sera bien diffusé,
Mais il y a cette idée qu'on peut outiller l'école et ses acteurs et actrices. On va se rendre compte que tous les enfants ne s'en saisissent pas de la même manière. Et ce qui fait que quand vous avez des animateurs, animatrices, des enseignants, enseignantes qui par exemple sont particulièrement préparés à l'empathie, à la régulation émotionnelle, au soutien social, au soutien émotionnel, eh bien c'est souvent des enfants qui sont issus de statuts socio-économiques élevés, favorisés dans leur famille, qui vont s'en saisir, qui vont penser que c'est pour eux. Et les enfants de plus bas statut socio-économique ne vont pas s'en saisir et penser que ce n'est pas pour eux, qui ne sont pas légitimes pour bénéficier de l'attention des professeurs ou des éducateurs et éducatrices et animateurs, animatrices. Si on a ce résultat-là sous les yeux, clairement, je trouve que ça donne une certaine grille de lecture et que ça va interroger aussi tout ce qui peut être mis en place autour, et j'y reviens, du sentiment d'appartenance que développent les enfants, mais aussi du sentiment d'appartenance que développent les collègues et les équipes. Et quelque part, la légitimité que l'on trouve dans nos missions. C'est probablement quelque chose qui tend à expliquer certaines formes de décrochage, certaines formes de différences qu'on retrouve dans les grandes enquêtes PISA à l'échelle internationale, où on nous explique que parfois le sentiment d'appartenance, le bien-être, la performance académique des élèves, mais aussi la satisfaction des enseignants et des enseignantes semblent moins bons que dans d'autres pays, d'autres systèmes éducatifs. Et puis il y a cette citation de Rogers et collaborateurs, c'est un autre Rogers, c'est Phil Rogers, qui nous dit « Lorsqu'un enseignant ou une enseignante a la capacité de comprendre les réactions de l'élève, ou qu'il ou elle a une conscience aiguë de la façon dont l'éducation et l'apprentissage correspondent à l'élève, alors la probabilité d'apprentissage efficient augmente de façon significative. » Avec l'idée qu'il faut vraiment s'être mis à la place de l'élève, avoir pris le temps de comprendre quel est son ressenti, ses besoins, la nature de ses difficultés, pour aider vraiment à faire passer les messages. Vous l'aurez compris, tout ne se joue pas purement sur des techniques d'apprentissage et des apprentissages d'ordre fondamentaux. L'idée, c'est de faire en sorte que tout ce que l'on évoque autour de l'empathie, des compétences psychosociales, ne soit pas vu comme une nouvelle brique, une nouvelle matière, un nouvel objectif, mais que ce soit transversal, que ce soit un socle qui vienne servir la totalité des interactions en classe, en salle d'activité, mais aussi, pourquoi pas, en relation avec les professionnels et les familles. Et il ressort que lorsque l'on traite de l'empathie, des capacités des enseignants et enseignantes et des animateurs, animatrices à comprendre tout ce qui est adulte donneur de soins, parents, à comprendre l'empathie chez l'enfant, eh bien, les aspects de respect, l'éthique de vivre ensemble sont améliorés, mais aussi des aspects d'apprentissage. Voilà. Voilà dans les grandes lignes le message que je voulais vous délivrer. Je vais m'arrêter là pour ne pas prendre le risque de réduire trop un temps d'échange, parce que j'espère que tout cela, si ça a apporté quelques éclairages et réponses, j'espère aussi que ça a soulevé un certain nombre de questions que je suis impatient d'entendre de votre part. Ça vous va ? Premier commentaire ou les premiers essais que vous avez pu faire justement parce que vous aviez déjà un peu cette conscience-là, comment vous vous y êtes pris, vous, dans votre classe, dans votre groupe, pour gérer ces situations d'empathie, des témoignages, des questions, des remarques. Vous avez parlé de l'importance qu'il y a à répondre aux sollicitations des bébés de 3 mois quand ils pleurent et voilà, c'est à peu près déterminé. Il faut leur venir en aide. Et la question que je me pose, c'est quand est-ce que parce que 3 mois et à 6 mois, et à 9, et à 3 ans, et à 6 ans, et à 12, voilà. Est-ce qu'il y a
il y a forcément un moment où il faut aussi laisser l'enfant trouver ses solutions. Donc, est-ce qu'on a une idée de quand est-ce qu'on commence à introduire cette autonomisation par rapport au chagrin? Ouais, merci pour cette question. Elle est évidemment complexe parce que déjà il y a une très, très grande variabilité d'un enfant à un autre. Un élément central pour essayer de répondre à cela, c'est déjà essayer de prendre en considération le moment auquel l'enfant a une capacité d'intégration du contexte et d'action sur la situation. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que c'est pas la même chose tout petit que plus grand, mais que tout petit peut déjà y avoir quelque chose. Mais évidemment, trop peu efficace. Et qu'il faut vraiment envisager que sur les premières années, les années de vie, et je vais pousser le curseur jusqu'aux alentours de 6 ans, 5-6 ans. Vous l'aurez compris, pour certains ce sera plus tôt, pour d'autres ce sera un peu plus tard, c'est variable, une variabilité interpersonnelle. Mais il va vraiment falloir miser sur une hétérorégulation, donc sur l'adulte qui aide à réguler pour apprendre à s'auto-réguler. Et c'est bien comme ça qu'il faut l'envisager. C'est pas j'interviens à sa place, je fais à sa place parce qu'il ou elle fondamentalement ne peut pas. Je fais pour l'accompagner, pour aider à apprendre. Et se dire que si, au-delà d'un certain âge, c'est-à-dire quand il y a un développement cognitif très en lien avec les aspects les plus élaborés de l'empathie, des fonctions exécutives, de la théorie de l'esprit, aux alentours de 6-7 ans, qui malheureusement n'est pas traduit par des capacités à s'auto-réguler, à par soi-même réussir à décoder la situation, à agir. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas le droit d'avoir des émotions vives, on parle vraiment de moments où on a besoin de l'aider à réguler, de faire avec lui ou avec elle. Je dirais que quand on avance en âge, là il faudra s'inquiéter peut-être sur un trouble de l'attachement, un trouble anxieux, peut-être en premier lieu, et puis peut-être même des troubles d'apprentissage qui peuvent être associés. Donc je le mettrai sur ce repère d'âge-là, mais à nouveau avec toute la prudence qu'il faut avoir, parce que vous aurez peut-être repéré des petits bouts qui très tôt sont très opérationnels, d'autres pas du tout. Vous aurez peut-être retrouvé des déterminants assez courants. Bah oui, tiens, là, ceux qui ont l'air plus débrouilles, c'est des numéros 2, des numéros 3 dans des fratries. Il y a des choses qui disent dans la littérature sur la place de la fratrie. Mais vous trouvez aussi dans la littérature des choses qui vous disent que les aînés ont rapidement un côté plus débrouille que les plus petits. Donc vous voyez qu'en fait, c'est vraiment individualisé. Et faites très attention au côté très, très systématique dans la compréhension de ce qui fait que certaines se régulent mieux que d'autres. Mais en tout cas, alors c'est sûr que cet exemple il est facile, il est très saisissant quand on parle de tout petit, de moins de 6 mois. Mais il y a aussi quelque chose qui est important au fur et à mesure que l'enfant va grandir, et si vous avez entendu toutes ces polémiques ces derniers mois autour de mettre l'enfant dans sa chambre, vous savez, exactement, et avec un parti pris du service public audiovisuel sur le débat pas suffisamment équilibré entre les pour et contre et les réelles données scientifiques. Alors on va s'affranchir 30 secondes de la polémique pour venir, à mon avis, à une information clé qui est que ce qui est essentiel, c'est pas de savoir si je dois ou pas laisser se dépatouiller, mettre dans sa chambre, mettre sur la chaise de la colère avec le loup des émotions ou que sais-je. Très pratique le loup des émotions de loup, petit loup. Non, l'idée en fait c'est plus on avance en âge aussi d'expliquer l'intention. Parce que moi je vais comprendre que là si je fais une grosse colère devant vous, puis là il y a une chaise rouge, je vais dire c'est la chaise du calme, Arnaud. Moi je vais comprendre que vous me mettez sur la chaise du calme. Je comprends l'intention, je comprends le dispositif. Par contre, il se peut que très tôt on n'ait pas compris le dispositif, qu'on n'ait pas voulu inférer qu'il existait ceci, cela, etc., etc. Et vous vous rendrez compte que les adultes n'affairent pas toujours ces choses-là, d'ailleurs. Donc expliquer le pourquoi vous faites, le pourquoi c'est pas acceptable, le pourquoi il faut que ça change. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que l'on repère.
je vais le reformuler assez rapidement, c'est l'idée que ce n'est pas parce que toutes les compétences ne sont pas abouties chez un individu, en particulier chez un enfant, en ayant un même niveau d'efficience que celle d'un enfant plus grand et en particulier a fortiori d'un adulte, qu'il y a un niveau zéro de compréhension et de capacité d'intégration. Les choses ne fonctionnent pas en on-off. Et je pense que vous êtes aux première place pour comprendre et mettre en œuvre qu'on a besoin d'expliquer, on a besoin d'expliciter, on a besoin de démontrer en permanence. Si on met en place des choses sans les avoir raccrochées à un but, une intention, un objectif, vous allez laisser une forme de sélection naturelle avec celles et ceux qui ont plus les codes, le plus de stimulation, la capacité d'inférer, de comprendre. Et encore, on va beaucoup s'exposer à l'aspect fonctionnement par essai-erreur. Et je pense que sur certains éléments, il ne faut pas trop y aller par essai-erreur. Il faut tout de suite proposer un cadre et essayer de l'emmener dedans, l'enfant. Et puis celles et ceux qui ont moins ces capacités-là vont probablement quelque part subir les situations du dispositif et pas savoir s'en saisir. Donc quand vous direz à un moment là j'interviens, mais là j'interviens moins, là je te laisse te calmer, lui expliquer le pourquoi et le comment. Je me permets, je sais que c'est un peu par le dos de la cuillère, mais faire le parallèle avec la lecture. Moi je suis dans un département, vous le soulignez, la Savoie, depuis des années, mais c'est peut-être le cas ici, je ne sais pas, quand un enfant naît, le conseil départemental, j'imagine la ville de Paris en miroir, envoie aux familles un livre jeunesse. Et il y a des personnes qui disent 6 mois, c'est pas lire. Vous avez vu le truc venir. Sauf que c'est en lisant que le goût de la lecture et tout ce que produit la lecture en termes de capacité d'abstraction, d'enrichissement de vocabulaire, etc., arrive. Donc il faut que vous ayez la même logique sur la relation émotionnelle, sur l'empathie. C'est pas parce qu'ils ne savent pas faire qu'on est démunis, qu'on dira bon, on va croiser les doigts pour qu'un jour ils savent faire, qu'à l'issue d'une période de vacances, ils reviennent très cortiqués et très outillés en auto-hétéro-régulation. Non, en fait, il faut vraiment accompagner, expliciter, montrer, puis n'oubliez pas que le maître et la maîtresse, les personnels d'accompagnement, d'éducation, d'animation, sont des modèles, sont des sources d'apprentissage essentielles. Voilà. Ce qui n'est pas sans mettre un certain poids sur les épaules, mais c'est aussi la beauté de la tâche. Merci beaucoup pour cette réponse très développée et vraiment très intéressante pour nos métiers à tous, y compris ceux de parents. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres témoignages? C'est toujours difficile tout de suite après entendre, c'est pas... Moi j'ai été très interpellée, je ne sais pas bien formuler ma question parce que c'est juste après, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la digestion qui est important. J'ai été interpellée par, non pas par le sentiment d'appartenance, qui est quand même assez connu par l'éducation nationale et qu'on développe, puisque de fait, nous travaillons avec des groupes, mais parce que vous avez introduit tout au début sur la solitude. Et je me pose vraiment beaucoup de questions sur des élèves, des petits, qui n'ont pas envie d'entrer dans le groupe, qui n'ont pas forcément les modèles, les codes pour aller vers d'autres, qui n'ont pas l'habitude de ce groupe-là. Et je ne sais pas, encore une fois, dans la temporalité, est-ce qu'on doit laisser faire un petit peu ces temps de solitude parce que ces enfants-là en auraient besoin, ou est-ce qu'il faut vraiment plus que les aider à entrer dans le groupe? Je ne sais pas très bien où se joue ce sentiment de solitude, et je comprends bien qu'il puisse devenir quelque chose de très négatif dans la société, mais comme nous travaillons avec les plus jeunes, je me pose la question et je me dis même parfois que les plus petits ont besoin de ces temps de solitude. Dans les cadres maternels, on a fait beaucoup installer des abris, des tipis, des igloos, enfin, peu importe le nom, pour que les petits
petit puisse s'extraire justement de la collectivité à un moment que nous ressentons comme pesante. On a fondamentalement besoin du lien social. Il y a des pathologies du lien social chez le très jeune enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte. Et évidemment, là, c'est pas de ça dont il s'agit. Même si plus tôt on identifie les premiers signes, meilleur sera le pronostic pour la personne. Si vous avez un enfant qui ne développe aucune interaction, n'accroche pas le regard et ne décroche pas un mot, je pense qu'on va dire bon, il doit être un peu seul, c'est un peu comme ça. Puis si ça commence à être au fil des semaines, des mois, voire des années, je vais pas dire oui, c'est un peu son style, son tempérament. Évidemment, là, on devra l'identifier comme étant une situation potentiellement très, très à risque. Et peut-être que vous en avez eu l'expérience, j'en sais rien. Et en tout cas, il n'est pas rare de voir des situations de ce type-là passer à travers le maille du filet et que ce soit souvent les enseignants et les enseignantes qui à un moment montent au créneau à la place, en quelque sorte, des parents ou des professionnels de santé. Bon. Ce cas particulier, très en lien avec d'ailleurs des problématiques qu'on qualifiera de problématiques neurodéveloppementales étant évoquées, il faut revenir sur l'idée que certes nous avons énormément besoin du lien social, mais ce lien social, il faut aussi le construire, l'appréhender. Moi j'ai une hypothèse, je vais fonctionner par hypothèse en tant que chercheur, mais est-ce que les choses seront vécues de la même manière selon qu'il y ait ou pas, par exemple ces espèces, formulées comme ça, de soupape, avec ce tipi, ce point d'événement, ou j'en ai pas, parce que peut-être que si de temps en temps j'ai ce temps, je peux me retrouver, et on a parfois besoin aussi de ne pas être... Et des fois on a besoin qu'il n'y ait plus de bruit, on a besoin qu'il n'y ait plus de stimulation, on a besoin de se recentrer, on a besoin de se reposer, on n'est pas dans le tout stimulation en permanence. Et là aussi, si c'était, quand c'est absent, c'est problématique, quand c'est excessif, c'est problématique, et ça doit être un signe peut-être d'alerte. Donc déjà, il va falloir prendre en considération ça. Des îlots, parce qu'à défaut peut-être d'endroits où on peut s'isoler, mais des îlots, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs groupes? Je fais l'hypothèse que s'il y a une classe de 20, ce qui n'est peut-être pas un gros effectif par rapport à ce que certaines connaissaient, mais s'il y a une classe de 20, c'est bien par rapport à une classe de 30. Mais si on n'a pas la manière d'organiser ces 20 en plusieurs groupes et qu'en fait c'est deux groupes de 10 un peu séparés au nord, au sud de la classe, c'est évidemment pas la même chose qu'avec une classe de 30 où il y aurait la possibilité d'avoir 5-6 îlots, où il y aurait, vous voyez, c'est tout cet aménagement de l'espace qui amènera l'aménagement des temps, qui amènera un aménagement des lieux. Donc ça, je pense qu'il faut l'intégrer, il faut regarder si on a cette possibilité qui est donnée d'avoir aussi ces moments où la personne elle est en plus petit groupe, elle peut aussi évoluer un petit peu crescendo. Imaginons que certaines étaient peut-être dans des crèches où il y avait moins d'enfants que ce qui est la classe de petite section, ou de très petite section. Et vous me voyez peut-être venir, certains n'avaient pas de crèche, donc ils étaient peut-être à 1, 2, 3 chez Nounou, où des parents avaient fait des choix pour les garder, faute d'autre chose, ou par pleine conviction. Donc vous voyez, le contraste passe peut-être d'un coup à plein de relations nouvelles, avec un cadre, avec des codes à intégrer. Donc ça, je pense qu'il faut aussi le mettre dans l'équation. Et évidemment, tout ce qui va être autour de temps de pause, de délimitation du temps, des espaces, de groupes restreints et de fonctionnement par plus petits groupes, à mon avis, sera utile et permettra de mettre dans le trop-plein de liens, dont certains peut-être n'arriveront pas à saisir, d'autres s'en saisiront. Ah, ils vont sourire, vont rigoler, vont chanter, vont jouer, etc. Mais en fait, ils vont être tellement stimulés sans avoir l'opportunité de suffisamment se poser, surtout sur les premières semaines, que vous aurez le droit aux décharges, vous aurez le droit au rapport de décharge de la part des parents régulièrement. Et ça, c'est expérimenté dans mon métier de parent. Ça décharge beaucoup. Pas de regret sur les questions. Merci, un grand merci à vous. On parle souvent il est en manque d'empathie, il est en absence d'empathie, il est empathique, plus. Donc vous avez mis en valeur la notion d'équilibre, là, que j'ai compris, qui
hyper importante. Comment on peut en fait évaluer, alors je ne sais pas, tout à l'heure vous parliez d'expression au talent, mais de façon plus scientifique, peut-être le niveau d'empathie d'une personne et peut-être d'un élève. Est-ce que ça s'évalue? Est-ce que c'est une question vraiment un peu naïve, hein, mais c'est une question extrêmement complexe en tout cas. Comment on va évaluer l'empathie déjà? À quel modèle, à quelle définition de l'empathie on va se référer? Si vous prenez un modèle comme celui sur lequel on a travaillé avec l'équilibre, contagion, empathie cognitive, déconnexion, déjà on sait que c'est différentes composantes. On sait qu'il existe des petits questionnaires avec des petits items sur ce que je pense de mes émotions, celles des copains, des copines, avec des petits smileys pour répondre. Pas avant 6 ans. Et on accompagne. Après, on va pouvoir se dire, tiens, il y a des moyens d'accéder à ce qui est au plus proche d'une composante de l'empathie à travers une observation de jeu, à travers des suivis de regard, des choses comme ça. Et on va vraiment être sur des petits morceaux qui vont nous permettre d'approcher la notion d'empathie. Alors, peut-être que là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus, on va dire, expérimental ou clinique. Mais vous, déjà, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est, à partir de ce que vous avez synthétisé de l'empathie, voir si ça se traduit dans des comportements où la personne, je vous ai employé le terme tout à l'heure d'éponge, est-ce qu'elle est pleinement éponge émotionnelle ou est-ce qu'elle est en déconnexion? Et puis voir si elle arrive à le moduler quand vous lui proposez de le faire, quand vous avez un médiateur, vous avez une histoire, une lecture qui peut aussi accompagner l'enfant pour ça. Et là, vous verrez si par exemple les choses commencent à s'instaurer, si elles sont déjà pleinement instaurées et matures, ou si peut-être si elles constituent un point de vigilance et peut-être un accompagnement à proposer là-dessus. Mais on a tout intérêt, à un moment, à expliquer les émotions, expliquer l'empathie, évidemment pas faire aussi lourd que ce que je viens de faire, le PS c'est compliqué. Mais on peut très tôt aborder les choses et voir comment ils sont saisis, et vous verrez que, je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté dans plein de domaines, il en ressort quelque chose. Il faut vraiment se dire que vous avez des mini-experts d'eux-mêmes. Ils n'ont pas un haut niveau d'introspection, en tout cas rien qu'on parle avec un adulte, c'est normal, ce ne sera pas du tout les mêmes compétences neuropsychologiques et sociales, mais ce sont les meilleurs experts d'eux-mêmes, les enfants. Donc vous avez l'expertise éducative, enseignante et des choses du genre. Allez dans la co-expertise et vous verrez qu'il y a moyen, pour répondre clairement à ce point-là, déjà de sonder et puis peut-être ensuite de travailler les composantes qui en auraient besoin. Merci beaucoup, merci pour toute cette intervention, tous ces éclairages et puis merci d'être venu nous rejoindre à Paris et nous espérons pouvoir vous transmettre des éléments didactiques et pédagogiques de notre travail sur l'empathie. Merci beaucoup. Alors avec un peu de retard, on va pouvoir se réunir maintenant en atelier. Mais avant de passer à ce dernier temps de notre conférence, je voudrais quand même qu'on fasse un petit au revoir à Isabelle, parce que maintenant tout le monde est au courant qu'Isabelle change de travail et ne continuera pas du coup Cap Maternelle avec nous. Je voulais vous proposer une petite standing ovation pour Isabelle, qu'est-ce que vous en pensez? Allez! Standing ovation partagée, merci d'avoir participé à cette aventure Cap Maternelle. C'était formidable, passionnant. Tout le monde, y compris au niveau national, souhaite
entendre parler de Cap Maternelle. Je vous promets d'être votre ambassadrice. Je continuerai de travailler avec vous si vous voulez bien m'accueillir dans vos écoles, puisqu'on va avoir besoin de voir comment chacune de vos écoles va évoluer dans toutes ces modifications, transformations, améliorations que nous avons commencé ensemble. Je suis un petit peu émue, mais vraiment je tiens à vous dire toute ma reconnaissance pour vous être engagés dans ce projet qui n'avait pas beaucoup de contours au départ, qu'on invente chaque jour à petits pas. C'était pas facile pour vous, c'était une prise de risque. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, de nous avoir accompagnés, mais je porte encore une fois la responsabilité dans une espèce de folie quand même, à vouloir changer les lignes comme ça. Merci d'avoir été fou avec moi. Et je pense qu'il faut continuer à l'être. On est écouté, on est entendu. On va faire bouger les lignes, vous le verrez dans les programmes qui sont en cours de réécriture. On va introduire un chapitre sur le développement de l'enfant. C'est très nouveau pour ceux qui, comme moi, sont à l'Éducation nationale depuis très longtemps. Ça n'a jamais été écrit. Et nous avons travaillé justement sur l'empathie, mais toutes les compétences psychosociales à travers les domaines des fondamentaux. C'est-à-dire comment est-ce que ces compétences psychosociales sont dans vos gestes professionnels tout le temps, que vous proposiez des mathématiques, du français, des sciences ou autres, elles sont en permanence présentes dans vos actes d'enseignement, d'animation évidemment. Merci pour tout et à très très vite avec beaucoup de bonheur et peut-être quand même avant vous dire que je passe le relais avec une immense confiance parce que je connais, et c'est ce que je vous ai écrit, et ses compétences professionnelles et ses qualités humaines à Olivier Charrière. Bienvenue à